Dov Maïman, bonjour à vous. Oui, bonjour Steve, bonjour chers auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute à Jérusalem et conseiller du gouvernement israélien sur les affaires de la diaspora, en particulier sur les Juifs de France. Dov Maïman, qu'est-ce qui a conduit, selon vous, le gouvernement israélien et son ministre de la diaspora, Amichai Shikli, à recevoir parmi d'autres, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, la semaine dernière, ainsi que la députée Marion Maréchal, à l'occasion de l'organisation de la conférence internationale sur l'antisémitisme. Est-ce que c'est le résultat, finalement, d'un changement de paradigme en germe depuis maintenant quelques années dans la relation entre Israël et les forces qu'on pourrait qualifier de national-populistes en Europe ? Alors, ça s'inscrit tout à fait dans quelque chose d'encore plus grand, puisqu'en fait, c'est avec la guerre d'Ukraine qui a changé complètement l'éthos qui était après la Seconde Guerre mondiale. En fait, on est dans un nouveau modèle. On a des leaders autoritaires qui prennent un peu le pouvoir un peu partout dans le monde et qui commencent à changer les choses. Avant, on n'avait pas le droit d'aller prendre la maison des voisins. Maintenant, Poutine a pris l'Ukraine et après, on lui dit, écoutez, vous prenez l'Ukraine, mais là, vous vous arrêtez là. Donc, on est dans un nouveau modèle. On a des hommes forts qui sont, que ce soit au Kremlin, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde. Et donc, c'est toute une nouvelle donne. Mais dans l'État d'Israël, n'a pas vraiment le choix. Il est obligé de s'associer aujourd'hui avec Trump. Et Trump qui s'associe avec Poutine parce qu'il a besoin de ramener Poutine dans le clan de l'Occident. Et donc, il va sacrifier l'Ukraine pour ça. Et donc, Israël a voté 2 fois contre l'Ukraine. Donc, à l'opposé de ce qu'a fait la France et l'Union européenne. Ces dernières semaines. À l'ONU. Voilà, exactement. Donc, on est dans un nouveau modèle. On a un nouveau modèle. Israël a des choix de s'associer avec des leaders forts comme Viktor Orban, avec Vladimir Poutine, Jordan Bardella. Évidemment, ça ne plaît pas du tout aux Juifs de diaspora, ce genre de choses, parce que le judaïsme, depuis l'émancipation, a réussi à prospérer, à trouver sa place, est sorti de la misère, de l'exclusion, etc., grâce à la démocratie libérale. Et cette démocratie libérale, c'est ce qui fait l'endroit le plus important pour les Juifs, notamment les Juifs de diaspora. Donc Israël fait des choix qui ne sont pas forcément convergents avec les intérêts des Juifs de diaspora. Ça crée une tension. On l'avait vu déjà en Hongrie. Quand Israël avait fait le choix de Orban, évidemment, Israël, face à l'Union européenne, où on prend des décisions en consensus à 27 personnes, si on peut avoir la Slovaquie et la Hongrie qui puissent voter contre certaines condamnations d'Israël, alors Israël va faire le choix, même si ça déplaît aux Juifs hongrois. Donc on a une situation qui va créer peut-être, et on risque de voir s'enflammer encore plus cette tension, parce que les intérêts ne sont pas vraiment convergents. On va y revenir justement sur cette dissonance, Dov Maïman. Est-ce que vous avez participé personnellement à la réflexion autour de l'invitation faite à Jordan Bardella et à Marion Maréchal la semaine dernière? Donc, j'ai publié 4 articles dans la presse israélienne, en anglais, en hébreu, et je me suis fait un petit peu tirer les oreilles par le ministre de la diaspora parce que je n'étais pas forcément totalement d'accord avec lui. Pourquoi ? Je pense qu'on doit être beaucoup plus, on doit être plus, on doit faire attention. Donc, si on reprend maintenant, d'abord. Jordan Bardella, on l'a vu, on ne peut pas ignorer que Jordan Bardella a tenu des propos clairs contre l'antisémitisme, qu'ils viennent de l'islam radical, de l'extrême gauche, au sud de l'extrême gauche, de droite. Il a même tendu la main à la communauté juive, notamment aux Français d'Israël, dans un discours très applaudi. Il a rassemblé les Français d'Israël à Jérusalem, il leur a parlé, ils étaient tous enthousiastes, ils ont crié Jordan président, Jordan président. Vous voyez, ils ne savaient pas encore ce qui allait se passer ce matin, mais peut-être qu'ils avaient déjà un forme de prophétie. Peut-être que même le ministre de la diaspora aussi avait compris qu'il allait pouvoir, que c'était Jordan Bardella qui risquait de se retrouver presque au présidentiel de 2027. Donc on a une position qui a été un discours sans faute, on pourrait dire, c'est un terme de mesure. Et puis, quand j'ai demandé aux gens, mais pourquoi vous avez choisi, comment vous choisissez Bardella, vous savez bien son passé un peu problématique, avec qui il fréquente, etc. Les gens m'ont dit, Bardella, c'est le moindre mal. Ces gens-là n'ont plus confiance en Macron et ils voient en LFI un danger existentiel. Et donc, les gens se disent, au moins, lui s'engage à nous protéger. Donc, autrement dit, Dov Maïman, sur ce point, vous considérez que face à l'acharnement de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon contre Israël et par extension contre tous les soutiens juifs en France, qui fait quand même beaucoup de monde au sein de la communauté juive de France, le Rassemblement national constituerait une forme d'allié malgré son histoire ? Alors voilà, donc ce soutien ne peut pas nous faire taire. Il y a des questions qui restent en suspens et elles sont vitales. Je vais nocer quelques questions qui sont importantes. Je vais vous faire une petite liste de questions de quelles sont les choses qu'on doit réveiller. D'abord, est-ce que Bardella garantit la liberté religieuse ? La shechita, l'abattage rituel, la brit mila,
le port de la kippa dans la rue? Oui ou non? Il faudrait quand même qu'il s'engage, non seulement un engagement, parce que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais est-ce qu'il va vraiment tenir ça? Deuxièmement, est-ce qu'il a vraiment pris ses distances avec Jean-Marie Le Pen, avec ses anciens proches de Marine Le Pen aux amitiés douteuses, comme Frédéric Chatillon? Mais il y a plus que ça. S'il est élu et qu'on sait que les Juifs l'ont soutenu, dans un pays où les musulmans sont 20 fois plus nombreux, comment va-t-il éviter les représailles? C'est une vraie question. Que fera-t-il pour éviter que les Juifs soient pris pour cible en cas d'émeute? Et là, on ne sait pas comment il va pouvoir le faire. Est-ce que ça ne serait pas justement jouer avec le feu de faire ce genre de choses? Maintenant, pour les binationaux, c'est-à-dire les franco-israéliens ou ceux qui vont faire leur allié dans les années qui viennent, il y a encore deux autres questions qui sont importantes. C'est maintien de la double nationalité et versement des retraites. Est-ce qu'il n'a pas l'intention de faire des choses comme ça, une protection consulaire? Est-ce qu'il va continuer tout ça? Donc on a des questions, on veut bien entendre les promesses, mais la communauté juive attend plus que ça, elle attend des garanties concrètes, des actes, parce qu'elle sait d'expérience que les promesses ne suffisent jamais. On se rappelle que Mitterrand avait été aussi pro-juif, et puis finalement c'est lui qui a fait rentrer par la proportionnelle Le Pen et ses amis à l'Assemblée nationale. On se rappelle de Sarkozy qui avait dit « je vais les laver au Karcher en 2005, après les émeutes de 2005, je vais laver la racaille, tolérance zéro ». Et finalement, une fois qu'il a été, et les Juifs ont voté largement pour Sarkozy, et puis ensuite, une fois qu'il a été au pouvoir, il a fait des deals, il a tracté avec les grands frères, les frères musulmans, etc. Donc on a quelque chose, on veut être protégé. Oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu, Dov Maimon, d'attendre d'obtenir ces réponses de Jordan Bardella et Duren sur des questions qui sont des questions extrêmement importantes pour la communauté juive de France, avant de l'inviter en Israël et de le recevoir dans les conditions qui ont été celles vues la semaine dernière à la conférence internationale sur l'antisémitisme? Est-ce qu'il n'était pas un peu trop tôt? Voilà, vous avez raison. Donc les Juifs de France, c'est quelque chose. Les Juifs d'Israël et l'État d'Israël, c'est une autre chose. Ils ne sont pas toujours des intérêts convergents et c'est une relation asymétrique. Ça veut dire que Israël n'a pas forcément besoin des Juifs de France ou de Hongrie, voire des États-Unis. Quand Benjamin Netanyahu arrive aux États-Unis, il ne va même plus rencontrer les grandes organisations juives. Il préfère aller rencontrer les évangéliques, par exemple, qui représentent 80 millions de personnes, qui ont un pouvoir fort pour soutenir le soutien à Israël. Donc on est dans une nouvelle donne où la relation n'est pas d'égal à égal. Israël a des intérêts qui ne sont pas toujours convergents avec ceux des Juifs de diaspora. On aimerait que ce soit convergent, on préférerait, mais Israël doit d'abord faire des choix qui sont d'abord pour sa survie, et sa survie est très importante. Et donc voilà, la réponse aux questions que vous formulez n'est pas importante pour Israël, c'est ce que vous nous expliquez là? Je suis en train de dire que ce que nous avait appris le général de Gaulle, les États n'ont pas des amis, ils ont des intérêts. On l'a vu avec Poutine, on l'a vu, regardez, très simplement sur l'Ukraine. Vous avez bien compris que ce qui s'est passé, que c'est à cause de l'hésitation des Européens à soutenir l'Ukraine au point de lui donner les moyens de gagner la guerre. Et ils n'ont pas non plus gelé les biens russes. Ils ont continué à recevoir 14%, 16% en France du gaz naturel et arrive de Russie. Donc finalement, on a jeté, en faisant cela, on a poussé la Russie dans le cercle de la Chine, qui est le plus grand ennemi des États-Unis. Et qu'est-ce que va faire Trump? Il va sacrifier l'Ukraine pour gagner les intérêts, de rapprocher ses liens, de ramener la Russie, un peu le contraire de ce qu'avait fait Kissinger à l'époque où il avait rassemblé la Chine pour séparer de la Russie. Donc on a des intérêts qui sont... Il y a les valeurs, c'est très important, et puis il y a les intérêts des pays. Et là, l'intérêt d'Israël, c'est qu'il faut choisir les gens qui sont les gens forts, qui vont être demain. Aujourd'hui, on est dans une situation, face à la guerre, à l'accélération de tout ce qu'on voit autour de nous, on a besoin de gens capables de prendre des décisions. On ne peut pas prendre des décisions à 27. Comme dans l'Union européenne. Il faut bien comprendre qu'on a l'habitude de dire qu'un chameau, c'est un cheval qui a été dessiné par une commission. Ça veut dire qu'il faut des décideurs forts, capables de prendre des décisions pas forcément populaires, des décisions qui vont faire hurler beaucoup de monde. On a 70% des gens en France qui sont des exclus de la globalisation. On a deux grandes parties, une partie qui vont aller vers le Rassemblement national et une partie qui vont aller plutôt vers Mélenchon. Ces gens-là n'ont pas voté pour Macron. Donc on a une situation en France où il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas contents de ce qui se passe. Il va falloir quelqu'un qui arrive. Il est probable que ce soit un pouvoir fort, centralisé. Mais ça signifie que du point de vue israélien, en tout cas par rapport à ce que vous analysez de votre côté, Dov Maimon, si un État, un gouvernement soutenait Israël aux Nations Unies, mais interdisait la shrita ou rendrait compliqué le port de la kippa, ou ne soutiendrait pas à travers des subventions les institutions culturelles juives, du point de vue israélien, ça irait totalement bien, ça ne poserait pas de problème en soi, puisque compte tenu de ses intérêts tels que vous les avez définis, à savoir un soutien au regard des intérêts considérés comme stratégiques israéliens, ça serait suffisant pour en faire un partenaire. Je viens de le décrire pour ce que fait Donald Trump.
Et vous me dites, mais la démocratie, comment on ne s'oppose pas à l'obscurantisme de Poutine, qui est un homme fort, qui n'est un homme autoritariste? Ben, c'est comme ça que les choses se font dans la géopolitique. Il faut sortir du côté bisounours et rentrer non, mais je ne parlais pas ni de bisounours ni de géopolitique. Je parlais puisqu'on parlait d'une invitation faite par le ministre de la Diaspora qui s'intéresse donc à la vie de ces communautés de diaspora, notamment en France. Et les questions de l'abattage, ou les questions du port de la kippa ou de la circoncision ne sont pas des petites questions. Ben, sachez qu'en France et en Belgique et dans d'autres endroits en Europe, dans le monde, quand il y a eu des risques d'interdiction de la circoncision, notamment en Belgique et en Allemagne, et au Danemark et au Suède et en Norvège, ça a été toujours l'État d'Israël qui est intervenu au dernier moment pour changer les choses. Ce n'était pas la communauté locale. La communauté locale n'avait aucun pouvoir. La communauté locale a pratiquement aucun pouvoir pour faire changer les décisions politiques dans un pays. C'est l'État d'Israël qui s'est mêlé lui-même et qui est intervenu. L'État d'Israël s'intervient, c'est le paragraphe 6b de la loi de la nationalité israélienne qui dit qu'Israël doit tenir compte de l'intérêt des communautés. Mais l'intérêt des communautés, en tout cas pour le ministre de la Diaspora, c'est de dire qu'un Israël fort, c'est ça qui va renforcer la diaspora plus que toutes les autres choses. Et il faut choisir. On est en train d'avoir un monde qui bouge, on va avoir des nouveaux acteurs qui vont entrer. Il s'agit pour Israël, comme toutes les minorités, de choisir son camp. Israël, évidemment, a choisi le camp des hommes forts, des gens qui sont capables de faire bouger des choses. Les choses en France sont en plein changement. Vous voyez derrière moi, j'annonce le livre qui va sortir le 22 mai au Cherche Midi, qui s'appelle La fin des Juifs de France, avec un point d'interrogation. C'est un livre qui va sortir et qui donne vraiment l'analyse de tout ce qui est en train de se passer en France dans le détail, avec des chiffres basés sur des démographies, sur des statistiques, sur des rencontres avec les services secrets israéliens et français, avec des informations qui sont complètement nouvelles et qui donnent tout à coup une image extrêmement claire. Il se passe en France des grands changements. Et ce qu'on aperçoit maintenant, et l'antisémitisme n'est qu'un épiphénomène, d'un phénomène beaucoup plus large qui s'adresse sur ce qui va se passer en France. Et les Juifs sont vraiment la cible première. Donc il va falloir faire très très attention. Il va falloir choisir ses chevaux. Il va falloir faire des choses. On a vu que malgré le fait que le CRIF a boycotté cette rencontre, il n'empêche que le président Herzog a quand même rencontré les représentants qui sont venus à cette conférence, que finalement l'ADL et les grandes organisations, les congrès juifs mondiaux ont quand même rencontré tous ces gens-là. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, il va falloir faire attention. On doit exiger de M. Bardella des engagements forts, et non seulement des engagements, mais un plan d'action. Comment il va faire pour protéger les Juifs en cas où il va monter au pouvoir? Il faut comprendre qu'au pouvoir, il y aura probablement des émeutes, 20 fois plus de musulmans que de Juifs, et parmi eux, 28% qui sont profondément pour installer la charia en Europe, qui n'aiment pas du tout les Juifs, et malheureusement, plus ils sont religieux et plus ils sont antisémites. Donc il va falloir un changement important, il faut se préparer à tous les scénarios, et se rappeler la phrase de Alfred Sauvy: la démographie, c'est la petite aiguille de l'horloge. On ne la voit pas bouger, mais c'est elle qui indique l'heure. Donc il faut se rappeler qu'on a des changements en France très importants. Il faut choisir son cheval. Il faut savoir, est-ce que Macron, qui a déjà fait des deals, et ce qui a été dit à la conférence de jeudi, c'est qu'on a dit que si les députés LFI sont rentrés, c'est aussi parce qu'il y a eu des tractations entre Gabriel Attal et Macron avec des gens du LFI. Et c'est grâce à ça que finalement certains députés LFI sont rentrés à l'Assemblée nationale. Donc il faut savoir, est-ce qu'on peut faire la confiance quand on parle avec les présidents des communautés ou les maires, on parle monsieur. Pour terminer, Dov Maimon, oui. La situation, lui, il dit clairement, on le raconte dans le détail dans le livre, il dit clairement qu'aucun maire socialiste dans la banlieue parisienne ne peut passer sans avoir le soutien des islamistes. Donc on a besoin de quelques voix, il faut choisir ses amis, il faut bien réfléchir. On avait des donnes. Il faut se rappeler, comme a dit Arnaud Klesfer pendant la conférence. Il a dit simplement, pendant la Première Guerre mondiale, ce sont les Allemands qui ont libéré les Juifs des pogroms russes. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Russes qui ont libéré les Juifs des pogroms allemands. Voilà. Donc, il faut voir ce qui était passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le futur. Il faut remettre les choses en place. Il faut simplement surtout demander aux gens comme Bardella et ses complices de savoir si ces gens-là vont vraiment protéger les Juifs et comment ils vont le faire. Merci S'ils sont beaucoup. prêts à s'engager à tout ça, alors il faudra peut-être leur donner un peu de... Pour l'instant, on n'a pas confiance en eux. On a vraiment une grande inquiétude par rapport à ce qu'ils font. Ces gens-là ne sont pas forcément fréquentables pour l'instant, mais s'ils font un vrai travail, on croit à la teshuva dans le peuple juif. Merci beaucoup, Dov Maimon, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem et que vous conseillez le gouvernement de Benjamin Netanyahou sur les affaires de la diaspora, en particulier en France. Merci à vous et à très bientôt sur Radio J.